pour notre émission Planète Afrique depuis la station Tempo Afrique TV dans le Minnesota aux États-Unis. Et l'émission est présentée par votre camarade qui n'est plus à présenter, Mademoiselle Kondo, moi. Et je travaille en collaboration avec le réalisateur, M. Malik. Et le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qui fait courir l'opposition. Et parce qu'on a l'impression que l'opposition est en train de s'attarder, c'est-à-dire je m'adresse exclusivement à la base et je parle surtout de la base. On a comme l'impression que l'opposition est cloîtrée dans les problèmes, dans des querelles de personnes, des problèmes personnels, des problèmes de groupes rivaux et tout ça. Et je pense qu'on est en train de s'éloigner de ce qui même a motivé chacun d'entre nous à chercher à rejoindre l'opposition ou alors à chercher à essayer de mettre en lumière tout ce qui ne va pas dans le pays, tout ce qui est en train de miner la classe politique ivoirienne. Et je voudrais que chacun de nous prenne le temps d'aller vers l'essentiel, le plus important, ce qui concerne tout le monde. On a grandi dans des familles différentes. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas s'accepter facilement et de façon totale. Mais en tant qu'Ivoirien, en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire, en tant que citoyen de la Côte d'Ivoire souveraine que nous voulons, on doit quand même prendre le temps, on doit quand même comprendre qu'il faut qu'on s'accepte, qu'il faut qu'on accepte d'essayer de contenir nos différences, aller à l'essentiel, à ce qui est public, à ce qui est pour tout le monde, avant de chercher à construire une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire forte. Alors ce soir, nous allons démontrer ce que nous estimons être aussi important, qui jusque-là est en train de tomber en sourdine, est en train de disparaître, est en train de s'éloigner même de la politique, sinon de la lutte de tout citoyen ivoirien. Alors, on va partir pour une plage musicale et puis on revient pour aborder notre programme de ce soir. Si la technologie nous le permet, on va jouer des plages publicitaires et je demande à M. Malik s'il est prêt et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Ok, merci. Nous revenons sur le plateau. Et comme je l'avais dit, on voudrait savoir qu'est-ce qui fait courir l'opposition. Parce qu'on a comme l'impression que l'opposition est en train de s'éloigner des faits même de sa lutte, de son combat. En dernière date, ce que nous allons retenir, que je voudrais demander à tout le monde, à toute la population, à toutes les composantes de l'opposition ivoirienne, de se remettre. Il s'agit, par exemple, je vais point par point, il s'agit du docteur
Israël Nyangoran, dont on n'a pas de nouvelles, depuis qu'il a été arrêté, faisant son direct, on a suivi, on a eu les images où M. Israël Goran a été arrêté en pleine émission, c'est-à-dire en plein direct. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même des mois, on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qui se passe, est-il encore vivant, est-il encore incarcéré, ou lui a-t-on demandé de ne pas faire de direct, mais il est chez lui, il est en résidence surveillée, on ne sait rien. Voici quelque chose qui devrait quand même préoccuper l'opposition ivoirienne. Ça, c'est un. Deux, on a reçu la nouvelle, pas plus tard qu'hier, quelqu'un me confirmait, un activiste qui est au pays, en Côte d'Ivoire, qui me confirmait que la liste de ceux qu'on a annoncés libres depuis la libération de Mme Simone Gbagbo et de M. Lida Kwasi, la grande majorité de ces gens-là, ils étaient au nombre de 800 personnes. La grande majorité est encore incarcérée. Voici un problème. Voici un point qui devait constituer, comment je peux expliquer ça, une affaire très importante, une affaire primordiale sur laquelle l'opposition doit tabler, l'opposition doit insister. On doit avoir et les associations de droits de l'homme, les associations de défense des droits de l'homme, il y en a en Côte d'Ivoire, il y a des associations nationales et il y a les associations régionales et internationales qui doivent se prononcer dessus. Est-ce que ces associations-là sont allées à la MACA ou bien avec la liste de 800 personnes, ont-elles vérifié que ces 800 personnes-là sont libres, sont hors des prisons et sont rentrées en famille et vivre avec leurs parents? Ça fait le deuxième point. Le troisième point, quand on a parlé de la libération, on a parlé d'un chiffre autour de 200 personnes qui sont portées disparues. Quand on est porté disparu, c'est-à-dire qu'ils ne figurent sur aucune liste dans toutes les prisons du pays, sur toute l'étendue du territoire. Voici un problème qui doit être constituer aussi le cheval de bataille de l'opposition. Et je souligne ça parce que c'est grave. Plus de 200 personnes, les parents n'ont pas de nouvelles de ces personnes-là. Et je sais qu'il y a le fils du président Gbagbo, c'est-à-dire Michel Gbagbo, à un moment, qui avait parlé de ça. Parce que cette liste-là est la liste du gouvernement, c'est la liste officielle des détenus. Quand on a comparé les listes, il se trouve que ces gens-là étaient considérés, disons, faisaient partie des détenus. Mais au jour où on libérait Mme Gbagbo, M. Lida Kwasi et quelques autres personnes, il s'est trouvé que ces gens-là manquaient à l'appel pour les faire libérer. Et en ayant consulté les prisons de l'intérieur, partout où le pouvoir en place a toujours caché ou bien pour transférer ces prisonniers politiques, même si le pouvoir refuse d'accepter qu'il y avait les prisonniers politiques, mais le pouvoir est revenu sur la décision qu'effectivement, il y a des prisonniers politiques. Et cela manque à l'appel. Que sont-ils devenus ces gens-là? Que sont-ils devenus ces prisonniers? Voilà un point qui doit vraiment attirer l'attention, sinon un point dont l'opposition, en se réunissant, doit en débattre. Où sont passées ces 200 et quelques personnes qu'on ne retrouve pas? Ça fait 3. Et en dernière date, pour ne pas dire le dernier point, c'est ce jeune habitant de Korogo qui est un activiste. Et j'ai eu une longue conversation avec des gens qui étaient en contact avec ses parents, qui me disaient qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Je ne connais pas son nom à l'état civil, mais nous le connaissons tous sous le nom Caracon Noir, le corbillard sans phare. Ok. Je vais demander aux autorités de Korogo
où se trouve ce jeune homme, à ses amis et connaissances, où il se trouve, vous me connaissez sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de nouvelles de lui. Et je pense que voici des points importants que l'opposition doit même soumettre à la communauté internationale qui a toujours soutenu M. Alassane Dramane Ouattara, le leader de la Côte d'Ivoire actuelle, pour qu'on arrive à cerner les problèmes autour de ce casse-tête chinois, si je peux m'exprimer ainsi, ou alors de ce... Je ne sais pas comment je peux qualifier ça, parce que c'est comme ça que ça commence. Il y a déjà eu mort d'hommes. Il y a déjà eu des gendarmes qui ont disparu. Il y a déjà eu des prisonniers qui ont disparu. Il y a des gens même qui sont enlevés. On ne sait pas où ils se trouvent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. On ne sait pas qu'est-ce que où est-ce que tout cela va nous emmener. Donc, il faudrait que l'opposition cherche à se recadrer elle-même. Les palabres, les sons de cloche, les discussions de cours communes ou bien de garage, il faudrait qu'on sorte de ça. Nous n'avons pas la potion magique pour régler ce problème, mais ceux-mêmes qui l'ont créé, c'est-à-dire le pouvoir en place. Vous avez des gens que vous détenez, nous sommes tenus de vous demander qu'est-ce que ces gens-là sont devenus. Nous avons l'obligation, sinon le devoir, de vous demander où se trouvent ces personnes-là. En commençant par le docteur Israël Ngoran, les détenus annoncés libres, qu'on ne retrouve pas libres, c'est-à-dire on ne retrouve pas hors des prisons, dans le pays, avec leurs parents, et les 200 et quelques prisonniers, on ne retrouve même pas, on ne retrouve aucune prison. On ne sait pas où ces gens-là se trouvent, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et puis, en dernier, le jeune de Korogo, carton noir, le corbillard sans phare, dont on n'a pas de nouvelles. Alors, c'est tout ça qui nous fait nous poser des questions. Quelles sont les priorités, sinon quel est l'agenda, sinon quelle est la feuille de route de l'opposition? Les gens vous ont rejoint depuis le temps d'Houphouët-Boigny. Les gens ont décidé d'aller à l'opposition, de rejoindre les partis politiques parce que sous le parti unique, ils étaient victimes d'abus. Il y avait des gens, par exemple, à qui on a fait du tort. Et ce tort n'a jamais été réparé. Et dans la frustration, les gens se sont dit qu'avec le multipartisme, le PDCI qui était au pouvoir ne va pas se retrouver seul sur la scène politique pour faire quoi que ce soit, ou bien pour décider du sort des Ivoiriens même qui sont appelés, militants du PDCI, ceux-là sont appelés à protéger parce que c'est eux qui étaient au gouvernement. Et les droits de l'homme regroupent aussi le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la liberté, le droit à la libre circulation, le droit à un toit, le droit à la nourriture, le droit à l'information, le droit à la santé. Alors, quand nous faisons un tour d'horizon, quand nous revoyons tout ça, il faudrait que la grande famille de l'opposition s'arrête et essaie de comprendre. Parce que pour moi, il y a des problèmes, par exemple, sur lesquels on perd du temps, qui n'ont pas même leur raison d'être. Nous, de la diaspora, on a un peu trop mis nos pieds dans ce qu'on appelle les querelles de personnes, dans ce qu'on appelle les intérêts personnels. Au pays, ceux qui sont là-bas, beaucoup sont soumis à des situations telles que, même si ces gens-là, même si nos frères ivoiriens, nos frères ivoiriennes qui sont sur l'étendue du territoire, veulent même se battre, veulent dire quelque chose, veulent dénoncer quelque chose, ce sont des gens qui se trouvent dans une situation où leurs paroles sont filtrées, leurs voix sont un peu enrouées parce que dans la douleur, et nous de la diaspora, nous sommes ceux sur lesquels ils comptent, ceux à qui ils font confiance pour un relais.
c'est-à-dire pour continuer à dénoncer, à exprimer haut et fort tout ce qui ne va pas dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, si nous passons notre temps dans les querelles de personnes, si nous passons tout le clair de notre temps à nous attarder sur ce qui n'est pas vraiment important, parce que n'importe comment, quand vous prenez, par exemple, la bouche, on a les dents et la langue, mais de temps en temps, sans même faire exprès, on se retrouve dans une situation où on mâche sa langue sans savoir et on a des douleurs, on a une plaie et on peut difficilement boucher la langue. Quand bien même que la langue, les dents sont dans la même bouche qui appartiennent à la même personne. Et même quelquefois, au-delà de ça, il se trouve qu'on se mord la gencive, l'intérieur de la gencive, sans pour autant le vouloir, et on a des douleurs. Alors donc, ce ne sont pas des gens qui ont grandi dans des familles différentes, dans des régions différentes, dans des conditions différentes, qui vont s'entendre, et on a une expression chez les anglophones qui dit qu'ils vont casser le pain ensemble. C'est-à-dire ils vont rester là à causer et manger du pain ensemble. Chacun coupe un petit morceau du pain. Non, on ne peut pas, ça ne sera pas possible en ce sens que on a des différences, on a des divergences. Et en tant qu'être humain, ce sont des choses qui ne peuvent pas se dissiper facilement. Mais, je dis mais, en tant qu'opposition d'un pays, et ça c'est valable pour tous les autres pays africains, vous êtes de l'opposition, quel est votre objectif? Pourquoi vous avez décidé d'être opposé au parti qui gouverne? Pourquoi vous avez décidé d'être de l'autre côté par rapport au parti qui a les rênes du pays? C'est parce que quand vous regardez le pays, quand vous regardez par exemple la Côte d'Ivoire, parce que c'est celle-là qui nous intéresse ce soir, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, il se trouve que il y a des manquements graves. Et vous estimez que vous avez des solutions. Il y a des situations déplorables concernant la conduite des affaires économiques, des affaires sociales, des affaires politiques. Vous estimez que vous avez, vous aussi, votre mot à dire. Et pour vous faire écouter, vous avez rejoint des partis politiques ou bien vous en avez créé. Et donc, c'est dans ce sens-là que vous décidez de vous faire appeler, sinon vous décidez de devenir des gens de l'opposition. Maintenant, l'objectif que vous vous fixez, c'est comment arriver à changer les choses dans le bon sens, dans la positivité. Comment arriver à satisfaire tous ceux qui sont meurtris, tous ceux à qui on a fait du tort d'une façon ou d'une autre. Mais si vous estimez que vous devez vous attarder ou alors vous devez carrément dévier de votre ligne de conduite ou bien de la politique qui vous a motivé, dans ce cas, beaucoup de gens, comme je le dis, les militants de base ne vont pas se reconnaître dans ce que vous faites. Et là, les gens changent de parti, ils suivent un parti et il se trouve que c'est pas ils ont fait une erreur, ils reculent, ils vont dans un autre parti, ou bien ils reviennent parce qu'ils se sont rendus compte que les choses sont en train de bouger. Et ce qui a fait qu'ils sont partis, c'est en train de se régler. Donc ils estiment qu'au lieu d'aller ailleurs, on dit souvent, au lieu d'aller ailleurs, je préfère rester là où je connais les gens. Et il y a quelqu'un qui disait la dernière fois, dans une de nos discussions, je préfère rester avec mon ancien génie que mon nouveau diable. Parce que dans ces conditions-là, ça me fait un peu rire, mais c'est comme si on s'en va quelque part, on n'est pas satisfait, on veut retourner, on s'en va là où on s'en va, on n'est même pas sûr même de trouver des gens là-bas. Alors là où il y a déjà des gens qui peuvent vous écouter, qui vont vouloir vous écouter, parce que le fait de quitter, c'est une façon de manifester votre mécontentement. Donc, quand vous prenez du recul et que les gens viennent vers vous, vous êtes obligé d'accepter de revenir vers eux, mais vous exprimez votre inquiétude ou bien les causes de votre départ. Et c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Alors, je reviens encore sur ce point-là pour demander à l'opposition.
Ces 4 cas que j'ai cités, qu'est-ce que vous en faites? Ou alors ça ne vous intéresse pas, ou alors vous estimez que ce n'est pas important, mais il s'agit de la vie d'êtres humains. 204 personnes qui manquent à l'appel sur la liste des prisonniers politiques. Des prisonniers qui ont été annoncés comme étant libres, qui sont encore à la Maca. Ça, c'est la dernière nouvelle que j'ai eue d'une de mes conversations, hier seulement, avec un de mes amis qui est au pays, qui n'est pas des moindres, qui vraiment se bat et qui est au courant, qui a même dit qu'il est allé à la Maca. Et voici des informations qu'il a eues. Alors, je demande à l'opposition, voici ces 2 cas-là. En plus du docteur Israël Goran, on ne retrouve pas, on ne sait pas. Si vous avez des nouvelles, en tant que hommes et femmes de médias, on voudrait que vous essayiez de rentrer sur nos pages pour nous donner les dernières nouvelles. On en a besoin et comme ça, si ce sont des problèmes qui sont réglés, on passe à autre chose. Et quand on dit on est de l'opposition, c'est comme ça. Il y a un problème qui est là, vous essayez d'en débattre, vous cherchez les moyens, les voies et moyens pour résoudre ça et vous avancez. Et après, on attaque le prochain problème. Et on essaie de voir comment régler ça et puis on avance. Alors voilà, M. Israël Ngoran, on n'a pas de ces nouvelles. Si vous en avez toutes fraîches, nous sommes à votre disposition. Les prisonniers politiques, les 800 dont on a parlé, on a dit qu'on a libéré. Aux dernières nouvelles, la grande majorité est encore incarcérée. C'est-à-dire qu'on a libéré les grosses têtes. Et comme c'est, je veux parler de Mme Simone Gbagbo, de M. Nida Kwasi et bien d'autres. Et ceux-là, ce sont des gens qu'on voit tous les jours faire qui recevoir des gens ou bien aller animer des meetings, des rallyes, à des réunions. Et donc, ce sont des gens, on peut vérifier qu'ils sont libres. Mme Gbagbo et puis M. Nida Kwasi. Mais il y a beaucoup d'autres personnes dont on n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire, quand on dit on n'a pas de nouvelles, c'est-à-dire qu'ils sont encore en prison. Ça veut dire qu'ils ne sont pas libres. Ce sont des gens qu'on a annoncés comme étant libres, qu'on a libérés, mais qui sont toujours incarcérés. Et le jeune homme de Korogo, carton noir, le corbillard sans phare, dont on n'a pas de nouvelles. La dernière vidéo qu'il a eu à faire date du 8. On m'a fait écouter ce matin, le 8 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 11. Alors, on n'a pas de ces nouvelles. On voudrait savoir de quoi il s'agit. Où est-il? S'il a des amis, des parents, des connaissances qui savent où il se trouve, je lance un appel à tout le monde qu'on aille à sa recherche, que chacun de nous cherche les voies et moyens. Quelles sont les dernières nouvelles? Son portable. Quelles sont les dernières personnes qu'il a appelées? Qui a parlé avec lui depuis le 8? Et qu'est-ce qui se passe depuis le 8 novembre 2018? Qui lui a parlé? Aujourd'hui, nous sommes le 11. Il voudrait savoir. On voudrait savoir, on voudrait connaître. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal que dans un pays, les gens disparaissent, on n'a pas de nouvelles et les autorités sont muettes. Ceux-mêmes qui sont tenus d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'étendue du territoire, on apprend que ce sont ces gens-là qui entretiennent des milices, quand bien même qui sont aux commandes des forces de sécurité, de l'armée. Parallèlement, ils ont des relations avec des groupes ou bien des groupuscules d'hommes qui séquestrent, qui intimident, qui font peur à la population. Alors, on voudrait lancer un appel à la communauté internationale. Il faudrait que les associations de défense des droits de l'homme essaient de regarder dans toute cette histoire en Côte d'Ivoire. Que ce soit les associations sur place ou bien les associations à l'étranger, vous connaissez quand même des ambassades, vous connaissez quand même des diplomates à qui vous pouvez vous adresser. Il y a l'ONUCI qui est, disons, l'organe de l'ONU sur le territoire ivoirien. Même si ces gens-là sont partis, ils ont quand même tissé des relations.
décidez vous-même de demander, de poser des questions, faites des enquêtes, quel que soit là où vous êtes. Nous, on fait ce qu'on peut faire et tout le monde doit se mettre dans la danse. Chacun de nous doit utiliser ses relations pour chercher à savoir où sont toutes ces personnes qu'on ne retrouve pas. Ce n'est pas normal. On va prendre un petit temps de plage publicitaire, si la technologie nous le permet encore une fois, et essayer de nous recadrer après cette plage publicitaire. Alors si mon ami Malik est prêt, il peut nous faire passer la plage publicitaire. Et on se retrouve tout à l'heure dans ce petit temps. Alors, nous sommes revenus sur le plateau et nous abordons la dernière ligne droite de notre émission. En ce sens que nous allons demander aux autorités ivoiriennes que les grèves font partie des droits du citoyen. C'est un moyen, par exemple, quand un groupe ou une corporation décide de faire une grève, c'est parce qu'elle a épuisé tous les moyens, sinon toutes les circonstances de discussion avec le pouvoir en place ou bien avec le ministère. Alors, les gens décident de déposer un mot d'ordre de grève et d'entamer une grève. C'est déplorable que ce soit les auxiliaires de santé, parce que quand on est malade, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ça veut dire qu'on est limité. Par exemple, on n'a pas assez de force, on est dans l'incapacité de faire certaines choses, et ceux-mêmes qui doivent nous encadrer pour nous aider à retrouver notre santé sont ceux-là même qui se sont décidés à aller en grève. Mais il faudrait qu'on comprenne, ce n'est pas parce qu'ils sont de la santé qu'ils n'ont pas droit à des traitements quand même humains, qui n'ont pas droit à des avancements, qui n'ont pas droit à des avantages au niveau de leur corporation, et même les conditions quand même acceptables de travail. Ou alors on leur promet des indemnités qui ne sont pas payées, et on sait que depuis que M. Ado, Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, ils ont les gens qui ont pris part à la rébellion se sont toujours manifestés et il y a eu des pluies de millions sur ces gens-là. Pour avoir pris des armes et tué des Ivoiriens, ils sont récompensés, ils continuent d'être récompensés. Et des gens qui sont là, qui souffrent, qui travaillent, qui sont en contact avec des gens qui sont déjà malades, des maladies contagieuses, qui prennent des risques. Parce que quand vous êtes agent, ou bien vous êtes auxiliaire de santé, ou bien travailleur de la santé, effectivement, votre vie est en danger. En ce sens que il y a des infections que vous pouvez contracter à partir des malades. Il y a des maladies virales, par exemple le rhume, la grippe,
que vous pouvez contracter à partir des malades qui toussent, ou bien qui éternuent, ou bien qui se mouchent, ou bien qui vous touchent. Par exemple, il y a la conjonctivite que vous pouvez contracter au toucher des malades. Quand on sait que dans nos pays, par exemple dans la Côte d'Ivoire, il y a des centres de santé où il manque le minimum. Le minimum, c'est quoi? De l'eau de Javel. Ça, c'est la solution idéale, magique, que recommande tout le monde. Même aux États-Unis ici, c'est l'eau de Javel. Tout ce qui est fait avec de l'eau de Javel, ajouté à la solution, permet de briser la chaîne de la contamination. Et ce sont des choses qui manquent, des trucs simples comme de l'eau de Javel, des gants, qui manquent dans des hôpitaux, ou bien dans des formations sanitaires, ou bien dans des dispensaires de villages, ou bien dans des centres de santé ruraux. On est d'accord qu'il faut quand même qu'on les mette dans les conditions, ces travailleurs de la santé. Alors je lance un appel au gouvernement, je lance un appel au ministre de tutelle. Il faudrait que vous ayez le temps, sinon le courage, de reconnaître ce que vous avez fait comme tort à ces agents. Il ne sert à rien de les menacer, de les séquestrer. J'ai appris qu'il y a eu mort d'homme. Alors je dois vérifier ça, parce qu'on va encore faire une émission sur les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits des Ivoiriens. Pour que le gouvernement sache sa tâche, son devoir, ce qu'il doit assurer aux citoyens ivoiriens. Parce que ce sont des gens qui payent des impôts sur leurs affaires, qui payent des impôts sur leurs salaires. Alors l'argent de ces impôts-là doit les aider, par exemple avec des hôpitaux équipés, des routes qui sont bien faites. Il ne s'agit pas de routes avec du goudron biodégradable. Après une ou deux pluies, la route se coupe en deux et elle crée un grand ravin. Personne ne peut se rendre de l'autre côté du ravin, et ceux qui sont là-bas sont coupés du reste du monde, et à part de provisions, les gens sont là-bas dans la faim, les médicaments de première nécessité, même quand ils ont des ordonnances du dispensaire du village ou bien du centre de santé de la ville, ils ne peuvent pas aller dans la grande ville pour acheter leurs médicaments ou bien pour suivre leurs soins. Alors, après ça, je termine par un appel à la CEDEAO. On a eu une émission hier où on a parlé de la CEDEAO. Mais quel est le but de la CEDEAO? La CEDEAO a été créée pour régler les litiges entre les pays membres de la CEDEAO. Mais on a comme l'impression que la CEDEAO même crée plus de problèmes qu'elle n'en résolve. Parce que tous, on a débattu par exemple du problème de M. Talon du Bénin, le président béninois, qui se lance dans des pratiques qui ne sont pas très catholiques, qui ne sont pas très démocratiques. Et on a parlé du cas du président de la Guinée. Voilà M. Macky Sall du Sénégal aussi, qui cherche par tous les moyens à mettre les bâtons dans les roues de M. Ousmane Sonko, qui est son adversaire et qui est en train de gagner du terrain, à qui les gens sont en train de faire confiance. La même chose aussi pour notre leader, le leader de la Côte d'Ivoire actuelle, M. Alassane Dramane Ouattara. Tous ces gens-là, ils se sont lancés, ou bien se sont cloîtrés, ils se sont figés dans des décisions de manquement des droits de l'homme. Et un jour, ils sont appelés à assurer l'intérim de la CEDEAO. Bon, qu'est-ce que nous allons attendre de ces gens-là? Après tout ce qu'ils ont fait comme manquement, vous pensez en votre fort intérieur que ces gens-là peuvent résoudre des problèmes d'un pays membre de la CEDEAO, qui peuvent résoudre des problèmes, par exemple, entre l'opposition et le pouvoir en place, à partir du moment où eux-mêmes, dans leur pays d'origine, c'est ce qu'ils font. Les gens ont parlé, par exemple, de M. Alpha Condé, qui a été vraiment brillant quand il était à l'opposition, mais quand il est arrivé au pouvoir, voilà, il a carrément, on ne le retrouve plus, on ne le reconnaît plus. Et de là, je fais la transition pour aller vers la France. Voilà M. Macron. Aujourd'hui, M. Macron dit que M. comment il s'appelle
le président du Togo, M. Faure Yacine, doit accepter l'alternance. Bon, vous demandez à M. Faure d'accepter l'alternance. Mais vous-même, tous ces présidents-là, vous les cautionnez, vous les avez installés, vous les avez imposés. Si vous voulez vraiment l'alternance, si vous voulez vraiment qu'on avance dans le processus démocratique, vous savez, vous avez les moyens, vous savez comment obliger, contraindre et ramener tous ces leaders africains-là à la table de négociation avec l'opposition, de façon à ce que chacun tire quand même profit de la situation. En ce sens que on aille vers l'amélioration de la vie des citoyens, de leurs concitoyens, des gens qui ont promis pendant des campagnes présidentielles d'aider à vivre mieux. Alors, je reviens sur quelque chose que j'avais dit la dernière fois sur le cas de M. Jean-Luc Mélenchon. Les gens ont dit qu'il aurait dû gagner les élections. Alors, je demande aux Africains, je dis aussi aux Africains de chercher à réfléchir. Parce que les discours de campagne n'ont rien à voir avec la réalité. Rares sont, quel que soit le poste que les gens ont eu à occuper après des élections, rares sont ceux qui restent fidèles à leur année de route, à leur plan de développement, aux idées qu'ils ont développées pendant les campagnes. Parce que si on prend le cas de M. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas été élu, mais s'il avait été élu, les amis, qu'est-ce que vous attendez de lui? Il dit qu'il allait partir chercher le président Gbagbo à La Haye. Ne nous blaguons pas et ne cherchons pas à nous installer dans des situations qui vont faire croire qu'on n'a pas de cerveau, on ne sait pas réfléchir. M. Mélenchon, même s'il avait été élu, en prêtant serment, quand il lève la main droite, qu'est-ce qu'il dit? Je jure de représenter la République française. Je jure de défendre les intérêts de la France partout où besoin sera. Dès qu'il a prononcé ces mots-là, les amis, tout ce qu'il a eu à dire pendant sa campagne, tout est compromis parce qu'il dit devant la classe politique française qu'il va respecter et il va respecter et défendre les intérêts de la France. Mais il ne peut pas défendre les intérêts de la France à partir du moment où les intérêts de la France ne sont pas nos intérêts. Les intérêts de la France nous piétinent. Les intérêts de la France compromettent notre liberté, compromettent notre vie même de tous les jours. Essayons de nous arrêter et réfléchissons. C'était mon mot de ce soir. Merci de m'avoir suivi. Je vous remercie d'avoir partagé cet après-midi avec moi. Et ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire et en Europe, je sais qu'il se fait très tard. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et veille sur tous les Africains et aide les pays africains à sortir de ce gouffre. Merci de m'avoir suivi encore une fois et je vous dis au revoir, bonne nuit et on se retrouve le lundi de la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt.